Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat, le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai reçu Florian Michel. Florian est avocat au barreau de Lyon. Nous avons échangé au sujet de la déontologie des avocats et notamment du fait de savoir pourquoi les règles que l'on peut trouver contraignantes protègent concrètement nos clients et l'ensemble des justiciables. Nous avons ensuite échangé sur la médiation, les règlements amiables des différends et sur l'intérêt que ça peut présenter lorsque survient un litige. Je vous laisse tout de suite avec cet épisode. Bonjour Florian, merci d'avoir accepté notre invitation pour participer au podcast. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour te présenter ? Alors bonjour Sarah, merci beaucoup pour cette invitation. Je trouve l'idée très sympathique. Alors Florian Michel, donc je suis avocat au barreau de Lyon, avocat collaborateur. Est-ce que tu peux nous dire la particularité de l'avocat collaborateur ? Alors, dans la profession, il existe différentes manières d'exercer. On peut être soit avocat individuel, soit en société, soit collaborateur. Lorsqu'on est collaborateur d'un cabinet d'avocats, on consacre la majorité de son temps à celui-ci, mais on peut en parallèle développer son activité et avoir ses propres clients. Très bien, donc tu as une clientèle personnelle avec laquelle tu travailles pour toi. C'est ça, exactement. Et le but peut-être de développer cette activité de ses propres clients pour un jour s'installer. Et ouvrir ton propre cabinet. C'est ça, exactement. Alors avec toi, Florian, j'avais pensé qu'on pouvait axer le podcast, en tout cas le début de notre discussion, sur la déontologie, parce que tu es un membre actif de la commission déontologie du barreau de Lyon depuis 6 ans, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que la déontologie en quelques mots ? Alors, la particularité de l'avocat, je pense que c'est avant tout cette déontologie. Cette déontologie, c'est quoi ? Ce sont des règles qui s'appliquent à l'avocat et qui protègent et qui ont pour vocation de protéger également le client même de l'avocat. Par exemple, dans cette déontologie, on a la confidentialité des échanges entre les avocats et qui permet, par exemple, d'avoir des négociations sereines et équilibrées entre avocats lorsqu'il existe un différend et pour trouver une solution. Ça protège le client parce qu'on peut tout dire pendant cette phase de négociation et quoi qu'il se passe, si on arrive à trouver une solution ou pas, le client sera protégé parce que tout ce qui aura été dit sera secret. Donc cette déontologie, elle est très importante pour les avocats, il faut la protéger. Et parfois, on a des questions qui se posent dans notre exercice professionnel. Et on a la chance d'avoir au barreau de Lyon une commission qui est là pour répondre aux confrères lorsqu'ils ont des questions ou lorsqu'ils ont des conflits de déontologie entre avocats. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. Je te propose qu'on s'arrête sur certaines d'entre elles. La première, c'est que pour toi, la déontologie, ça protège le client. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut avoir dans les discussions qu'on a pu avoir, on s'est rendu compte que pour les justiciables, pour les clients, parfois c'est des règles qui sont pas forcément protectrices de leurs intérêts. Alors que toi, tu nous expliques finalement, et je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce point-là, que la déontologie, ça va protéger les clients. Donc par exemple, le conflit d'intérêts, il est évident que le conflit d'intérêts protège les justiciables parce que je ne vais pas intervenir dans un dossier qui a la même problématique et contre une personne, alors que l'année dernière, je suis intervenue pour cet adversaire dans le cadre du même dossier. Est-ce que tu as un autre exemple peut-être parlant également ? J'ai un exemple tout récent qui me vient à l'esprit. J'interviens donc habituellement pour des assureurs et leurs assurés dans le cadre de la construction, des problématiques liées à la construction. Et il se trouve que l'assureur envisage peut-être d'opposer une non-garantie à cet assuré. Actuellement, on est au stade de l'expertise, donc la question ne se pose pas et ne se posera peut-être jamais en fonction des résultats de cette expertise. Quoi qu'il en soit, moi quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite informé mes clients que je ne pouvais plus intervenir pour les deux et qu'il fallait tout de suite scinder le dossier. Et ça a été très compliqué
parce que le client m'appréciait, était content de moi, même si ça faisait vraiment peu de temps qu'on avait commencé ce dossier. Mais il valait mieux, parce qu'il existerait peut-être dans le futur un risque, qu'il prenne tout de suite son avocat pour défendre au mieux ses intérêts et pour qu'il n'y ait aucun doute. Là, je trouve que ça protège vraiment le client, parce que il pourra pas se dire dans 2 ans, lorsque viendra peut-être ce conflit, ah ben mince, si je l'avais su à 2 ans, j'aurais peut-être pris un autre avocat. Oui, il ne pourra pas dire depuis le début, mon avocat était aussi celui de l'assureur et il a fait primer ses intérêts depuis le début sans que je m'en rende compte. C'est ça. Et c'est pour ça que l'avocat, quand survient ou lorsqu'il réalise qu'il peut y avoir une problématique, ben justement, grâce à cette déontologie, va se poser les questions et va se dire non, c'est mieux dans l'intérêt du client que l'on sépare nos intérêts. Même si peut-être il ne se passera rien. C'est préventif. Tout à fait. C'est préventif. Donc là-dessus, c'est intéressant parce que tu disais que le client n'a pas forcément compris tout de suite parce qu'il t'appréciait et il n'a pas forcément accepté immédiatement que tu puisses lui dire « je n'assurerai plus la défense de vos intérêts, je vous invite à trouver un autre avocat ». Mais c'est pour son bien. Et c'est exactement la discussion que j'ai eue avec lui. C'est que lui me disait « mais on verra quand la question se posera ». Et que pour l'instant, je pouvais continuer à assurer sa défense et que, entre guillemets, on va prendre une expression triviale, mais qui vivra verra. Justement, je pense que l'avocat est là pour dire non, ça se passe très bien aujourd'hui, mais je veux pas que ça se passe mal par la suite. Et donc pour éviter que ça se passe mal par la suite, il faut tout de suite prévoir les bonnes choses. Et c'est à ce moment-là qu'il est très important que, donc on a un serment, on prête serment d'exercer avec indépendance. C'est là qu'il est important que l'avocat garde vraiment son indépendance et puisse, bien que le client ne soit pas forcément d'accord, lui dire non, je n'interviendrai plus parce qu'il y a un risque. Oui. Et qu'on soit très ferme là-dessus et qu'on ne prenne pas justement le risque d'aller au bout, que la difficulté survienne et que là, à ce moment-là, le client soit insatisfait. Là, c'est une grande difficulté, cette indépendance qui peut se poser dans de nombreux cas et notamment d'un point de vue économique. On va prendre un exemple, un avocat travaille beaucoup avec une société, une compagnie d'assurance ou qu'importe, avec un institut, un client institutionnel régulier. Il faut faire très attention à ça et pas se laisser avoir et risquer de perdre son indépendance parce que c'est pas un service qu'on rend aux clients. Et donc nous, en tant qu'avocats, on est garant de la préservation des intérêts des clients parce que parfois ils se rendent même pas compte qu'il y a des enjeux importants. Et c'est nous qui devons être vigilants. Je pense à un exemple, alors loin de la construction dans mon domaine, en préjudice corporel. J'ai rencontré une personne qui a eu un grave accident avec des séquelles importantes et dont l'assureur suivait un petit peu les indemnisations en cours. Et donc l'assureur me demande la communication de pièces médicales. Donc moi je lui dis que ça n'est pas possible parce que le secret professionnel nous empêche de communiquer ces éléments-là à quelqu'un d'autre qu'à notre client, alors, sauf dans le cas d'une instance judiciaire si c'est nécessaire. Donc envoyer ça au juge. Et l'assureur insiste et donc c'est mon client qui va lui transmettre directement les éléments. L'assureur s'en est servi pour refuser d'appliquer le contrat d'assurance garantie accident de la vie. Donc, ils ne se rendent pas forcément compte des enjeux qu'il peut y avoir et nous, notre déontologie, notre vigilance par rapport à tout ça préserve vraiment ses intérêts. Tu disais aussi tout à l'heure que la déontologie, ça nous permet de mieux résoudre les litiges et notamment par des moyens de règlement amiable. Tu disais qu'un débat ou une action judiciaire, donc devant le juge pour un dossier qui n'a pas qu'on peut régler autrement en tout cas, est préférable. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus ? Pour résoudre un différend entre différentes personnes, qu'elles soient physiques ou morales, il existe plusieurs possibilités. Pour faire très simple, l'une d'elles, c'est un règlement amiable, donc sans passer par le juge. Dans ce cadre-là, plusieurs possibilités existent, mais à mon sens, celle à privilégier, c'est celle où on a une préservation de ses intérêts dans l'hypothèse où on n'arriverait pas à trouver une solution amiable. Qu'est-ce qui va faire qu'on va préserver ses intérêts ? C'est la confidentialité des échanges qu'on va avoir pour trouver une solution amiable. Et dans ce cadre-là, je pense que l'avocat est pas incontournable parce qu'il existe d'autres procédures où on pourrait faire sans, mais je pense que l'avocat est quand même le garant de cette confidentialité, puisque un avocat, chaque fois qu'il échange avec un de ses confrères, par nature, tous ces échanges sont confidentiels. Donc on va
avoir la chance de pouvoir s'expliquer, de pouvoir négocier, de pouvoir expliquer les intérêts et la position de son client sans trahir du tout ses intérêts. Et c'est ça qui est assez merveilleux dans cette confidentialité. Pour prendre un exemple très concret peut-être, et voilà, que ça puisse être compris plus facilement, par exemple, moi dans mes procédures prud'homales, je peux écrire à mon confrère de façon confidentielle, mon client accepterait de terminer, de régler le litige moyennant le paiement d'une indemnité transactionnelle, donc un règlement amiable à hauteur de 10 000 € par exemple, mais dans la phase judiciaire et devant le juge, continuer de demander ce que j'estime être dû sur le plan légal, à savoir une somme supérieure. Et ce que tu expliquais, c'est que si jamais le règlement amiable n'aboutit pas, si on n'a pas d'accord amiable sur une somme, l'employeur ne peut pas, devant le juge, dire « Attendez, là, il vous demande 50 000 €, mais à l'amiable, il était d'accord pour accepter seulement 10 000 €. » C'est ça, c'est exactement Donc, ça. tu as raison, là où c'est intéressant, c'est que ça va permettre de préserver, donc ça va favoriser les discussions et les négociations entre les parties directement, et elles seront libres de le faire parce que si ça n'aboutit pas, on ne pourra pas s'en servir devant le juge et le juge ne saura jamais ce qui s'est discuté de façon amiable. Donc on peut parfaitement dire amiablement, bah oui, effectivement, moi mon client est d'accord pour telle somme parce que sur telle demande, on n'a pas forcément les éléments de preuve nécessaires, donc on accepterait de ne pas aller au bout de cette demande-là, mais dans un cadre amiable, ça n'a pas d'incidence si ça n'aboutit pas, puisque on ne pourra jamais s'en resservir devant le juge. Et ça, c'est applicable en toute matière, parce que moi, en matière prud'homale, c'est applicable. Toi, en construction, j'imagine aussi qu'il y a des discussions sur des indemnisations amiables en parallèle des procédures. C'est ça, exactement. En construction, c'est parfaitement applicable. On peut aussi en parler dans un autre domaine, par exemple en immobilier. Par exemple, pour que les parties tentent de trouver un accord sur un droit de passage. Là aussi, une discussion amiable pourrait être faite, et si elle n'aboutit pas, on pourrait la demander devant le juge. Et c'est cet intérêt, je trouve, c'est la confidentialité toujours. Il y a peu de professions qui ont ce droit à la confidentialité, et ça fait partie de cette déontologie de l'avocat qui, à mon sens, elle est encore pour préserver les intérêts du client. Alors, parfois, en effet, on pourrait nous dire, oui, un client pourrait nous dire, ah oui, est-ce que vous pourriez me faire passer les échanges que vous avez eus avec l'adversaire, parce que maintenant on n'arrive pas à trouver une solution amiable, on va aller devant le juge, on va s'en servir. Alors en effet, on pourrait dire là ça bloque, mais il faut penser avant tout que ça sert avant tout pour négocier, et il faut qu'on ait cet échange serein, et justement de ne pas pouvoir s'en servir après devant le juge. Si on pouvait s'en servir devant le juge, de toute façon, il n'y aurait pas ce genre de discussion. Parce que le voisin, dans ton exemple, ne dirait pas « Bon, moi, je suis d'accord pour qu'il passe le matin et le soir, mais sans sa voiture. » Il ne l'écrirait pas s'il savait que devant le juge, on pourrait s'en servir. Parce que ça vaudrait exactement. Validation. Donc, mais par contre, ce qui est compliqué, c'est que nous, pour l'expliquer à nos clients, c'est difficile. Ils ne le comprennent pas forcément. Alors, il faut quand même préciser que le principe, c'est que les échanges entre avocats sont confidentiels, mais on a aussi la possibilité, en écrivant sur nos courriers la mention officielle, que ce courrier-là, officiel, puisse être produit devant le juge. On peut aussi avoir des échanges qui sont officiels et qui pourront être utilisés. Donc on joue un petit peu sur ces deux tableaux. Si on en reste sur les règlements amiables, parce que là on a un élément, un avantage des discussions entre avocats, c'est de pouvoir échanger confidentiellement. On en a bien d'autres en tête, notamment sur la maîtrise de l'aléa, il faudrait qu'on puisse en parler, sur la maîtrise aussi du temps du règlement amiable, parce que quand on parvient à un règlement amiable, on sait comment va se dénouer l'issue du problème. Dans ton exemple de droit de passage, si on a un règlement amiable et la signature d'un accord entre les personnes concernées, quand elles vont signer, quand elles vont accepter, elles savent concrètement ce qu'elles vont accepter, ce qui va se passer. Alors que quand on va devant un juge, on a toujours cet aléa qui existe. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'aléa judiciaire, le fameux aléa judiciaire ? Alors, là en fait, concrètement, on est en train de discuter de l'avantage à trouver une solution amiable par rapport au fait d'aller demander au juge. Le juge, il décide par rapport à la loi et il applique normalement strictement
la loi. Et la difficulté, c'est qu'il interprète les faits. Et on ne sait jamais, nous en tant qu'avocats, on peut faire des suppositions, mais on ne peut jamais avoir, sauf dans certains cas, une... certitude absolue. C'est ça, tout à fait. Une certitude absolue sur la décision que va prendre le juge. Et c'est pourquoi, des fois, moi, je conseille à mes clients, en effet, on devrait trouver une solution plutôt que de tenter le diable. C'est déjà, à mon avis, le premier avantage à tenter de résoudre amicablement les litiges. Deuxièmement, et là, après, ça dépend aussi des dossiers, mais ça permet d'apaiser les relations. Par exemple, si on prend la question du droit de passage, on est dans un conflit, finalement, de voisinage. Les personnes vont rester voisins et vont devoir se supporter. À minima. Si on va devant le juge, on va jamais trouver une solution qui va plaire à toutes les parties et on va jamais apaiser les relations. Et ce qui est très dommage parce que les gens vont devoir vivre avec. En recevant un jugement, nécessairement, une partie va considérer qu'elle a perdu, une partie va considérer qu'elle a gagné. Et ça, c'est pas forcément un positif pour poursuivre des relations. C'est ça, exactement. Ça va pas être une chose qui va être bien perçue par l'une des parties et on va avoir un ressenti. Alors, plus encore, enfin, même plus loin que les relations de voisinage, nous au cabinet, Anaïs qui travaille en droit de la famille, c'est extrêmement important aussi sur les questions de séparation ou de divorce, notamment quand des enfants sont concernés. La gestion, entre guillemets, de la garde des enfants, ça va nécessiter un travail de recherche de règlement amiable pour apaiser les relations, pour essayer de favoriser la communication entre les parents, malgré leur séparation. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très important aussi dans cette matière-là. Moi, j'y vois aussi encore un autre avantage, c'est celui du temps de règlement. On sait aujourd'hui que le temps judiciaire est absolument pas aussi rapide que le temps qui nous concerne tous les jours. Les décisions judiciaires vont pouvoir prendre des années à être rendues. Les tribunaux sont très encombrés pour certains. Et donc de favoriser un règlement amiable, ça va permettre d'avoir une solution, un règlement beaucoup plus rapide quand on arrive à s'entendre rapidement. Ça va éviter d'avoir l'hypothèse où on obtiendrait un jugement mais avec un risque qu'une partie fasse appel, donc un délai qui soit encore plus long. Donc finalement, nous, on n'y trouve que des avantages, sachant que si on parvient à un règlement amiable, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Donc que finalement, tout le monde y trouve son compte. Donc dans cette hypothèse, c'est parfaitement satisfaisant pour nous en tant qu'avocats et aussi pour les clients, parce que quand ils acceptent, forcément, c'est qu'ils sont satisfaits. D'autant plus qu'on peut souligner que cette procédure amiable, elle peut même intervenir dans le cadre du procès. Et donc, par exemple, demander au juge une médiation. Et finalement, on va gagner sur les deux tableaux parce que soit on arrive à trouver un accord amiable, la procédure se termine. Et si on n'y arrive pas, on sera toujours dans le bain de la procédure, dans le cadre du procès. Et le procès va pouvoir reprendre plus rapidement. Donc pour moi, on a tout intérêt à rechercher, à mettre en œuvre et à se former sur ces nouveaux modes de résolution dans l'intérêt de nos clients. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le règlement amiable peut intervenir à tout moment et avant de saisir le juge. Et dans un grand nombre de procédures, il est même obligatoire de tenter de régler amiablement le litige avant de saisir le juge. Ça peut avoir lieu pendant la procédure, voire même après. Alors c'est extrêmement rare, mais nous on a eu un dossier là où on a obtenu un jugement et on a transigé après le jugement. Puisque les deux parties, c'était en matière prud'homale, ont considéré qu'il y avait un meilleur accord à trouver que ce que le juge avait pu juger. Donc malheureusement, ça arrive un peu tardivement, mais ça peut vraiment se faire jusqu'au dernier moment. Tu parlais justement des formations. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour être médiateur ? Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Alors, au niveau des formations, il y a deux types, à mon avis, de formations qui sont accessibles aux avocats. On a soit des formations pour devenir médiateur. Avocat et médiateur ou que médiateur ? Alors, on peut être avocat et médiateur, pas en même temps, mais on peut avoir cette double casquette. Et il y a également des formations pour être avocat accompagnant des personnes dans le cadre d'une médiation. Parce que là aussi, l'avocat, je pense que c'est beaucoup mieux s'il est formé à la procédure de médiation pour accompagner son client. C'est toujours dans le même esprit pour accompagner au mieux ses clients. Et si le mieux pour son client, c'est de faire une médiation, il faut être formé pour l'accompagner et savoir lui expliquer la procédure, savoir lui expliquer comment ça va se passer. Et je pense que c'est important de se former dans ce domaine, même si on ne veut pas être
soi-même médiateur. Alors justement, ma question n'était pas sans un objectif très précis. Tu es actuellement en train de te former sur ces questions-là. Est-ce qu'on a une formation uniquement sur la procédure, à savoir quelle est la procédure de médiation, comment ça se passe, ou est-ce qu'on déborde un petit peu du juridique avec des techniques de négociation, la façon dont il faut présenter les choses, comment s'exprimer, parce qu'il y a tout aussi, il y a un aspect très psychologique dans l'explication au client. C'est compliqué pour quelqu'un qui est, je prends 2 parents, quelqu'un qui est dans une relation très conflictuelle, de lui expliquer les choses, de l'appréhender, d'essayer d'adoucir un petit peu sa situation, de lui permettre de nous écouter. Est-ce qu'il y a aussi ces éléments-là qui sont évoqués dans le cadre des formations ? Alors actuellement je suis en train de suivre une première formation, une initiation à la médiation. C'est un premier module de 40 heures, donc qui peut ensuite se poursuivre. Et dans ce premier module, justement on voit un petit peu tous ces aspects. D'abord d'un point de vue juridique, juridiquement qu'est-ce que la médiation, comment elle est encadrée. Et après, on a d'autres modules où on nous explique quel est le but de la médiation. Le but, c'est que les parties arrivent de nouveau à discuter sereinement. Et de ces échanges, dans le cadre de cette médiation, et grâce au médiateur, un accord doit être trouvé, ou peut être trouvé. Parce que c'est pas forcément une solution en soi de trouver un accord. Déjà, si les parties arrivent à discuter, c'est déjà une très bonne chose. Donc on apprend, dans le cadre de cette formation, comment on va discuter avec les parties, comment on va faire pour qu'elles puissent réapprendre à se parler, parce que souvent c'est un problème de dialogue. Le dialogue ne passe plus, pour différentes raisons, mais le dialogue ne passe plus. Et du coup, on va trouver un point, qui va être le point juridique, pour s'embêter. Et si on arrive à retrouver le dialogue, on peut espérer trouver une solution sur l'ensemble du problème qui se posait. D'accord, c'est intéressant. Et donc ça, tu disais que c'est un pré-module qui dure 40 heures, ça fait quand même beaucoup de temps, donc on imagine que c'est une formation assez poussée et très sérieuse. Alors c'est une formation que je suis actuellement au CIMA, qui est un centre de médiation à Lyon, qui est pluriprofessionnel, et donc qui regroupe avocats, notaires notamment, huissiers, et qui... je trouve est très bien parce que justement on a une multitude d'intervenants, qu'ils soient avocats, qu'ils soient 100% médiateurs ou autres, et ça permet d'avoir une vision différente déjà sur la médiation. Et à mon sens c'est qu'un début, parce que peut-être 40 heures ça peut paraître beaucoup, mais à mon avis c'est vraiment qu'un début, et il est recommandé pour être un médiateur aguerri d'effectuer un minimum de 400 heures avant de se lancer. Alors il y a un pas entre 40 et 400 heures, mais ça montre que c'est en soi alors j'irais presque jusqu'à dire une vraie profession, mais... C'est une vraie qualité dont tu pourras te revendiquer à terme. Voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, mais là aussi c'est la vision qu'on a ou pas de notre métier. Et pour moi, la vision de l'avocat, elle passe nécessairement par cette nouvelle aptitude qu'il faut acquérir, pas forcément pour devenir médiateur, mais pour accompagner au mieux toujours ses clients. D'accord. Je reviens un petit peu sur les clients. Quand un client te contacte et que tu ne le connais pas encore, pour une problématique nouvelle, pour te confier un dossier, il arrive généralement, et c'est un peu ça dans l'opinion commune, hein, les personnes nous disent « je recherche un avocat tenace, je recherche un avocat qui soit hargneux ». Comment tu te positionnes par rapport à ça ? Est-ce que tu indiques tout de suite que c'est pas forcément ta personnalité et que ça n'aurait pas d'intérêt, que ça ne servirait pas à ses intérêts ? Est-ce que tu ne réponds pas et que tu reçois la personne et que dans la discussion, tu essayes de le convaincre sans y aller frontalement que c'est pas la meilleure des solutions ? Comment tu te positionnes face à quelqu'un qui est vraiment empêtré dans quelque chose de très conflictuel et qui veut que tu sois toi aussi conflictuel ? Alors c'est une vraie question, déjà. Alors je vais un petit peu la contourner parce que finalement, c'est pas dans mes domaines de compétences où les gens sont véritablement hargneux, ou donc j'interviens en immobilier construction. Il se peut que dans des problèmes de voisinage, on ait des personnes qui ne veulent rien lâcher. Dans ce cadre-là, ça me pose pas de difficulté, parce que ça n'a aucun sens pour moi d'être hargneux, parce que on sera sur des questions purement juridiques. On n'est pas dans le cadre du droit de la famille ou du droit social. Dans mon domaine, j'en vois pas du tout l'utilité. Déjà, c'est ce que j'explique aux clients, c'est que d'être hargneux, ça va rien nous rapporter. Si après le but c'est de faire de la procédure pour faire de la procédure,
je l'explique aussi aux clients le peu d'intérêt que ça a à mon sens. On a, en tant qu'avocat, un devoir de conseil qui est d'expliquer à la personne, par exemple, il y a des personnes qui sont persuadées d'être dans leur bon droit, et on doit leur dire, on rédige une consultation en leur indiquant soit qu'il y a un fort aléa, donc une forte discussion et que ça peut aboutir ou pas, soit on peut aussi rédiger une consultation en indiquant à une personne que ces demandes ne pourront pas aboutir parce que juridiquement on ne peut pas les soutenir. Et il y a des personnes qui veulent quand même tenter d'aller devant le juge parce qu'elles sont intimement convaincues qu'elles ont raison. Et à ce moment-là, nous, notre position, elle est un petit peu difficile parce que on est censé les conseiller, mais on doit aussi respecter leurs instructions. Donc, mais j'imagine que tu vas pas me répondre et que tu vas encore contourner ma question parce que ça dépend vraiment du dossier. Parfois, notre position, c'est de dire parce que c'est jouable et parce qu'il y a quand même peut-être une discussion, on va pouvoir saisir le juge et vous accompagner et essayer de défendre vos intérêts. Ou bien parfois, quand il n'y a pas d'issue du tout possible, on va dire aux personnes, moi je ne vous suis pas, je vous invite à consulter un autre avocat pour avoir un autre avis parce que pour moi, je pense que c'est perdu d'avance. Ouais, je pense que c'est exactement la réponse qu'on doit faire, c'est est-ce qu'il y a une petite chance ou pas ? S'il y a une petite chance, indiquez au client qu'il y a vraiment un fort risque de se voir rejeté par le juge, l'indiquer clairement et lui indiquer aussi les risques parce que faire une procédure, c'est un risque en soi parce qu'on peut être condamné à des frais de procédure, etc. Même si on est totalement de bonne foi, on peut perdre et être condamné à payer une somme d'argent à l'adversaire. Il m'est arrivé plusieurs fois, même si ça n'a pas été compris par les clients, de refuser d'intervenir parce que je considérais qu'il n'y avait aucune chance que leur dossier aboutisse. C'est pas facile parce que notre travail, c'est quand même d'accompagner les gens et de les aider au mieux. Et ça va jusqu'à leur dire, dans votre intérêt, il ne faudrait pas faire ça. Et parce qu'on n'est pas magicien et que le droit est ce qu'il est et que le juge va appliquer le droit et qu'on ne peut pas non plus... Tout n'est pas malléable. C'est ça, tout à fait. Et dans ces hypothèses-là, tu as réussi finalement à ne pas prendre le dossier et à orienter les justiciables vers un autre avocat ? Ou ils ont insisté, ils ont pu te faire changer d'avis à force d'arguments ? Alors, parfois j'ai pu changer d'avis, mais alors faisant part de mes nombreuses réserves quant à l'aboutissement de la procédure, et surtout quant au risque pour eux de perdre la procédure. Une fois qu'ils en sont bien au courant et que pour moi la procédure n'est pas vouée à l'échec, c'est plausible. Par contre, quand je suis persuadé qu'il n'y a aucune chance, pour moi c'est un non catégorique. Certains n'ont pas apprécié du tout, ont même critiqué ensuite mon travail, parce qu'ils n'acceptaient pas mon point de vue. C'est aussi le risque de notre métier, mais je pense que là aussi c'est de l'indépendance. Ça en va aussi de mon professionnalisme et de la réputation que tu veux avoir et tu veux pas qu'on puisse dire de toi que tu acceptes n'importe quel dossier quand bien même il soit perdu d'avance, mais tu as envie qu'on puisse retenir que tes dossiers sont bien gérés et que les décisions que tu obtiens sont positives. Alors, j'irais même jusqu'à dire, je veux que le juge sache que lorsque je fais une demande, elle n'est pas incongrue. Et ça, c'est difficile pour les personnes de l'entendre. Moi, je sais qu'en droit du travail, souvent, on nous demande de solliciter des dommages et intérêts assez démesurés selon les dossiers parce que le client connaît quelqu'un qui, il y a 20 ans, a obtenu tant. Les choses ont changé et il est vrai que ça les interpelle quand on leur explique qu'on ne peut pas demander n'importe quoi. Alors, non pas parce que c'est n'importe quoi, mais parce que ça décrédibiliserait le reste des autres demandes qui seront juridiquement justifiées. Et de formuler une demande qui ne l'est pas, qui est incongrue, comme tu disais, ça décrédibilise tout le dossier. Tout à fait. Si on présente ces demandes-là sur plusieurs dossiers, finalement, les juges nous connaissent quand même à force. Donc, dès lors qu'on va se présenter devant eux, on va perdre tout sérieux. Donc, effectivement, c'est un point important que tu soulèves là, de dire que ça participe de notre sérieux devant les juges. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis si on fait des demandes qui sont complètement exagérées ou complètement à côté de la plaque, disons-le, on a un fort risque que le juge, pour nous emmerder, disons-le aussi, rejette tout en bloc, même si une partie pourrait être fondée. Et moi, je suis pas prêt à prendre ce risque-là pour mes clients. Si certains veulent le faire, qu'ils le fassent. Pour moi, mes demandes, elles doivent être à la hauteur de ce que je pense que le client doit avoir. S'il faut demander 1 million d'euros de préjudice, si c'est justifié, allons-y.
Si ça ne l'est pas, dans ce cas-là, ça ne sert à rien et ça dessert au contraire les intérêts du client. Et le reste des demandes autres qui sont dans le dossier. Tout à fait, ça dessert le dossier dans son ensemble. Je suis bien d'accord avec toi et on va presque revenir au début de ce qu'on disait. Ce qui ressort de ça, c'est l'indépendance qu'on doit garder, puisque même si on doit avoir une relation de confiance et on est partenaire de notre client et on défend ses intérêts, on doit pouvoir garder l'indépendance nécessaire qui nous permette de lui dire non, cette demande, je ne la présente pas parce qu'elle est démesurée, elle n'est pas justifiée, elle est infondée, enfin peu importe. Florian, pour terminer, on a 2 petites questions signature pour boucler cette discussion. Si jamais on pouvait changer un point des relations que tu as avec tes clients, un point peu négatif, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi? S'il y a une chose qu'on pouvait modifier. Ce serait sûrement l'impatience des clients. Alors dis-nous en plus. Alors j'ai écouté votre dernier podcast et c'est à ça que ça me fait penser. Vous indiquiez que... C'était le podcast avec Anne Barlatier qui est aussi une consoeur et avocate. L'épisode numéro 4. Oui, tout à fait. Dans celui-ci, vous parliez de la réactivité des clients, du fait que parfois ils attendaient à ce qu'on les rappelle rapidement, à ce qu'il fallait que leur mail soit traité immédiatement, etc. Je pense que c'est ça la chose qui est difficile à expliquer et à faire comprendre aux clients, même si pour eux c'est leur dossier fondamental, hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais nous, on doit gérer avec certaines urgences. Et nos urgences ne sont pas celles des clients. Et c'est ça qui parfois est difficile à faire comprendre aux clients. C'est pas qu'on ne veut pas traiter leur dossier, c'est juste qu'il y en a un plus pressé juste avant eux. Donc c'est l'hyper-réactivité qui est favorisée par les nouveaux outils de communication, le fait de pouvoir t'appeler directement sur ton portable, de pouvoir t'envoyer un SMS. Est-ce que tu as des clients qui communiquent par WhatsApp, par Facebook, par Messenger, qui essayent de te contacter par des moyens un peu plus... Alors pour l'instant, j'ai jamais eu le cas. Alors si j'ai parfois par SMS, j'évite les SMS le plus possible parce que pour moi c'est pas un échange très simple dans le cadre du travail, je trouve. Je préfère volontiers le mail ou le coup de téléphone direct sur mon téléphone portable. Là-dessus pour moi il n'y a pas de difficulté, mais je suis pas toujours de l'autre côté à attendre qu'on m'appelle. Parfois il y a des audiences, parfois il y a des expertises, parfois je suis en rendez-vous. Donc c'est compliqué d'être toujours disponible et toujours joignable. Et je suis pas sûr non plus que ce soit une très bonne chose d'être de répondre dans l'instant parce que on prend pas de recul qui à mon sens est nécessaire dans notre métier sur les problématiques qui peuvent se poser. Très bien. Et au contraire, quelle est la chose, l'élément que tu préfères retenir, qui est le plus positif et qui te fait aimer cette profession, dans le cadre de la relation que tu as avec tes clients, toujours? Moi, ce que j'apprécie avec mes clients, c'est la relation qui s'installe et cet échange serein que je peux avoir avec mes clients. Parce que moi, c'est avant tout ce que je recherche, c'est pas d'être stressé, d'être mis sous pression par mes clients. C'est au contraire travailler main dans la main pour trouver une solution à leurs problèmes. Une fois qu'on explique ça aux clients et qu'on explique qu'on va tout faire pour eux dans la limite de ce qui est possible, à un moment il ne faut pas vendre non plus du rêve, une fois qu'on a expliqué ça aux clients, ils le comprennent parfaitement et eux-mêmes sont plus apaisés dans les échanges avec nous. Et je trouve que c'est une chose qui est assez primordiale d'être bien dans son travail pour pouvoir le faire bien. Merci Florian d'avoir participé et d'avoir pris de ton temps précieux pour cet épisode de podcast. Merci à vous. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt.